Bonjour et bienvenue dans cette table ronde sur le changement d'échelle et l'internationalisation des entreprises à impact en Afrique. Nous sommes ravis d'être là pour cette 5e édition de Emerging Valley au Faro. Et nous avons la joie aujourd'hui donc d'accueillir deux entrepreneurs à impact en Afrique, ainsi qu'une représentante du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais juste pour introduire, donc, moi je suis Isabelle Oyo de Scale Changer et notre thématique justement est beaucoup autour du changement d'échelle des enjeux. Depuis ce matin, on évoque l'importance d'accompagner et de pouvoir avoir des solutions qui sont à la hauteur des enjeux que l'on rencontre, que ce soit économique, environnemental, social. Et donc, tous ces acteurs de changement qui ont des solutions à fort impact et un fort enjeu à pouvoir réussir à démultiplier cet impact. C'est ça qu'on appelle le changement d'échelle. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux pour réussir cette étape clé. Est-ce que le marché est assez grand pour justement avoir des solutions qui sont à l'équilibre? Est-ce qu'on arrive à trouver les bonnes ressources? Est-ce qu'on arrive à trouver les bons partenaires? Et donc, ça va être l'objectif de notre discussion sur ce panel. Donc, je vais vous présenter rapidement nos panélistes. Donc, nous avons à ma droite Seynabou Dieng, qui est la fondatrice de Maya, qui travaille sur justement la création de produits alimentaires en créant des chaînes de valeur équitables. Après, nous avons Paul Langlois-Merine, qui est le CEO de Optometrix, qui est une solution, qui a développé FieldPro, qui est une plateforme mobile et web qui aide les producteurs et distributeurs à gérer facilement leurs opérations. Et ensuite, nous avons Manon Gavalda, qui est conseillère secteur privé et économie sociale et solidaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le pôle innovation et partenariat pour l'agenda 2030. Bienvenue à vous. Je vais commencer par toi, Seynabou. Est-ce que déjà tu peux présenter un peu plus en détail ce que fait Maya et finalement le changement d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bonjour à tous, bonjour Isabelle et merci pour ce beau panel. Donc, je suis la fondatrice et la gérante de Maya, qui est une entreprise malienne et sénégalaise. Donc, on a 2 sièges, on est basé à Bamako et également à Dakar. Nous développons, nous produisons et nous distribuons des produits agroalimentaires équitables qu'on va sourcer avec les petits producteurs locaux, donc les producteurs agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali, c'est un pays dans lequel 75% de la population dépend toujours de l'agriculture. Donc, c'est très important pour une entreprise sociale comme nous d'offrir des opportunités à ces agriculteurs. Et voilà, c'est nos missions. Et donc pour vous, le changement d'échelle, ça s'est passé comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être sur ces deux pays? Alors, merci pour la question. Le changement d'échelle, déjà, c'était pour nous se poser la question, qu'est-ce qui va changer finalement et qu'est-ce qui ne doit pas changer. Donc, nous, on a très clairement décidé dès notre première levée de fonds qu'on allait garder nos missions, donc de valoriser les produits locaux. Et pour nous, changer d'échelle, c'était offrir plus d'opportunités à nos partenaires petits agriculteurs. Donc ça, c'était quelque chose qui ne devait pas changer. L'autre chose qui ne devait pas changer, c'était bien sûr l'impact qu'on avait sur l'employabilité des jeunes et des femmes. Donc on a continué à recruter des gens en leur offrant des postes de qualité, j'ai envie de dire, sur ces chaînes de valeur agricole. Donc on a commencé par, en faisant ça, on s'est rendu compte que bien sûr, avoir plus de produits de qualité, ça voudrait dire développer des produits plus chers, des produits de qualité. Et tout de suite, on s'adressait à un nouveau marché. Donc il fallait les produits étaient bien sûr un peu plus chers pour la population de masse. On était monté sur un segment qui concernait la classe moyenne. Et cette classe moyenne, il fallait aller la chercher dans la sous-région. Donc on a commencé par le Sénégal, où on distribue depuis 2 ans, notamment dans les grandes surfaces comme Auchan et Carrefour, et également la Côte d'Ivoire, qui est également un marché profond en Afrique de l'Ouest sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et peut-être l'idée, c'est qu'on puisse partager ce qui marche et en même temps peut-être ce qui a été plus difficile. Est-ce que tu peux nous dire justement pour arriver des premières étapes où tu commençais ton activité à pouvoir être dans 3 pays, finalement, qu'est-ce qui a été facilitant pour toi et qu'est-ce qui ont été peut-être les défis que tu as dû surmonter?
Oui, alors les choses qui aujourd'hui font qu'on a pu réussir notre entrée sur ces marchés, c'est vraiment notre capacité à contracter avec des grossistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas produire dans un pays et voilà, être opérationnel dans tous les pays. Donc très tôt, on a compris qu'il fallait qu'on noue des partenariats pour la distribution. Et c'est ce qu'on a fait, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire. On travaille avec des grossistes. Travailler avec des grossistes, ça veut dire changer sa stratégie de prix parce qu'il faut pouvoir leur offrir une partie de sa marge, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer parce qu'il faut gérer la production. Une entreprise comme la nôtre de notre taille ne peut pas produire et distribuer dans plusieurs pays, il faut se dire la vérité. Donc la contractualisation avec les grossistes nous a beaucoup aidés. Euh, mais par contre, on a eu à changer nos stratégies de prix et de produits parce que le fait que le grossiste prend à peu près 50% de marge sur le produit, donc le grossiste plus le distributeur, ça fait qu'on a limité nos gammes qui allaient à l'export. Donc tous nos produits aujourd'hui ne sont pas à l'export, tout simplement parce qu'ils deviennent plus chers. Merci. Peut-être justement, ça fait une bonne transition avec toi, Paul. Si tu peux peut-être nous parler un petit peu d'Optimetrix et justement, vous, de la relation et de comment vous adaptez votre produit localement. Tout à fait. Merci Isabelle. Donc en 2 mots, nous, Optimetrix, on développe une solution logicielle qui s'appelle FilPro, qui répond au problème de la distribution informelle, qui correspond à 90% des ventes en Afrique, c'est-à-dire des ventes dans des boutiques par opposition aux ventes dans un réseau dit Modern Trade en supermarché. Donc on a une solution mobile qui permet en fait à des marques ou à des distributeurs de mieux visualiser ce qui se passe sur le terrain, de suivre l'activité de leurs commerciaux, d'identifier leurs clients et de digitaliser leurs opérations sur le terrain, d'avoir de meilleures données. Donc principalement biens de consommation, mais aussi dans des secteurs comme l'accès à l'énergie, accès à l'eau, services financiers, etc. Alors nous, par nature, on a pu passer à l'échelle parce que c'est une solution logicielle. L'application mobile, elle est téléchargeable sur le Play Store et l'application de back-office de reporting est en ligne, donc il n'y a rien à installer chez le client. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui nous a permis de se différencier au début par rapport à d'autres éditeurs, c'était notre capacité à articuler un produit aux normes internationales, à l'état de l'art, comme on dit, qui donne confiance, dans conformité et fait de façon rigoureuse au niveau informatique, avec une présence locale pour accompagner les clients dans la mise en place d'un outil qui peut être un peu complexe comme un système de gestion type ERP. Donc concrètement, ça veut dire nous, on a commencé au Kenya, aujourd'hui on est dans une trentaine de pays, mais ça veut dire être sur le terrain, être dans les pays, avoir des account managers, et avoir cette présence sur place. Dans un deuxième temps, le passage à l'échelle s'est fait par être capable de onboarder, d'avoir des revendeurs, des prescripteurs de notre solution qui peuvent être des cabinets de conseil, de gestion qui, dans le cadre de l'accompagnement des clients, peuvent recommander notre outil. Donc ça, c'est notre modèle de vente. Ce qu'il a fallu faire aussi pour s'adapter en local, c'est bien sûr traduire, localiser le marketing, donc avoir une base de connaissances de support en anglais, en français. Donc ça, c'était bien évidemment important. Et dans le marketing aussi, dans la capacité à pénétrer dans des écosystèmes. Il faut comprendre quels sont les bons relais si on veut s'implémenter au Nigeria, comment faire dans les bonnes associations professionnelles et autres. Et comprendre aussi les systèmes de paiement. Par exemple, si vous voulez être payé au Nigeria, c'est plus compliqué. Donc nécessairement, il faudra peut-être trouver un partenaire pour pouvoir avoir cette convertibilité Naira euro. Quelques dimensions dont on a dû tenir en compte pour localiser notre activité. Tous les deux, vous avez des enjeux de partenariat, justement. Et comment est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises ou comment vous avez trouvé justement les bons partenaires dans ces pays pour vous développer? Pour commencer, peut-être via des événements comme ça, c'est vrai qu'il faut se démultiplier au début avec l'énergie du fondateur. Je pense que c'est quand au début le produit est à ses prémices, il faut convaincre d'éventuels actionnaires, d'investisseurs, ses banquiers, ses employés et des partenaires de se dire ok, cette société s'inscrit avec un horizon moyen long terme, je vais lui faire confiance, je veux l'aider à se développer parce que même si c'est le cas d'une relation de distribution, il y a quand même un investissement, c'est un coût. C'est pas des choses qui se défont comme ça. On est dans des relations B2B, où quand un client nous fait confiance, il y a un coût d'acquisition, d'opportunité à déployer. Donc, il faut vraiment être, je pense, très explicite sur pourquoi on fait ça, à quel horizon on veut le faire. Et ça, et on sait aussi la spécificité en Afrique, c'est que l'exécution opérationnelle est difficile, c'est compliqué. Il faut montrer qu'on est capable de s'engager sur le long terme. On ne cherche pas à faire un coup.
et entre guillemets à vendre et repartir, parce que ça, c'est très dur à prévoir, ça n'arrive pas. Aussi, peut-être les marchés sont moins liquides. Et du coup, il faut se dire, OK, non, je m'engage pour un temps long. Et c'est comme ça qu'on pourra, je pense, susciter l'adhésion des partenaires en se disant, celui-là est sérieux, celle-là est sérieuse. OK, allons-y. Donc voilà. Partenaires, sinon, bon, différents types de réseaux. Ce qui marche beaucoup, c'est la relation interpersonnelle, intuitive, personnelle, de confiance, parce que c'est vrai que les écosystèmes sont moins structurés. Bon, par exemple, pour l'informatique, on ne sait pas souvent ce qu'il y a derrière, donc il y a parfois des choses qui présentent bien le site, mais on veut rapidement voir qui est l'équipe, qui porte le projet. Est-ce que la personne fait que ça ou elle a 3 boîtes à côté? Auquel cas, peut-être la personne n'est pas très sérieuse, elle n'est pas très engagée là-dessus. Et est-ce qu'elle est bien financée? Voilà, bref, donc il faut la mise en contact, les relations de confiance par des partenaires, ça a beaucoup de valeur dans un contexte où la confiance est rare et précieuse. Voilà. Merci, toi pour ta Sénabou. Oui, alors nous, dans notre cas, exporter les produits locaux d'un pays africain à un autre, c'est très nouveau, j'ai envie de dire. Au Mali, on fait partie de la Fédération nationale des transformateurs, on est 2500 membres. Et on est vraiment la première génération à vouloir et à croire qu'il y a un marché en Afrique de l'Ouest. Donc avant, nos mamans, j'ai envie de dire, qui étaient dans la transformation, elles transformaient pour exporter en Europe. Donc elles savent très bien comment prendre un produit de Bamako et l'envoyer à Paris ou à Amsterdam. Mais envoyer un produit à Dakar ou à Abidjan, ce n'était pas encore évident. Donc aujourd'hui, nous, on est précurseurs sur l'export dans notre zone. Et ce qui fait qu'on n'a pas trouvé d'interlocuteur formel au départ qui voulaient distribuer nos produits. Parce que la grande distribution, les grossistes en général, ils distribuent des produits de masse. Donc le lait, le sucre, des produits qui sont évidents. Donc quand on est arrivé, ils nous demandaient par exemple d'envoyer un conteneur de produits. On ne pouvait pas envoyer un conteneur de produits, ça jouait trop sur notre trésorerie. Et donc moi c'est mon réseau, mes pairs entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire qui sont mes distributeurs. Donc c'est des boîtes qui, comme moi, transforment à Bamako ou à Abidjan, ont leur propre réseau de distribution dans les supermarchés et on se greffe à eux pour qu'ils distribuent pour nous à leur tour. Voilà. Merci beaucoup. J'avais une dernière question aussi, une autre question sur les enjeux. Dans le changement d'échelle, un des forts enjeux, c'est les RH et les finances. Donc peut-être, je vais commencer par toi, Paul, qui tu parlais justement de l'équipe, de comment est-ce que finalement on est dans des écosystèmes qui sont pas très structurés. Comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux d'équipe et finalement qu'est-ce qui a été justement comment ça fonctionne pour vous? Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on est 30 employés dans 7 pays différents, avec parfois voilà, des account managers seuls dans leur pays, comme au Ghana, Nigeria, etc. Donc ça, c'est possible d'animer une équipe avec la dimension aussi de remote, que si il y a une culture d'entreprise assez forte, il y a un certain nombre de process assez rigoureux sur la façon de structurer les relations avec un client, de compréhension du produit aussi. Donc nous, ça nous a demandé concrètement un effort important de documentation sur le produit, de formalisation de toutes nos procédures. Même quand il y a une dimension relationnelle, on peut supposer que ça va aller. Mais quand on s'adresse à un client, quand on présente des rapports d'avancement, voilà, il y a quand même un petit peu qui peut être fait. Voilà, maintenant aussi dans le recrutement, être capable de détecter les compétences techniques, de tests, etc. C'est important. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'animation de l'équipe? Voilà, non, c'est tout. Merci. Et pour toi, Sénabou, et puis tu nous disais aussi que tu avais levé des fonds, peut-être justement pour toi dans ces passages, comment tu t'es organisé alors que l'écosystème n'est pas toujours facile pour des entrepreneurs en changement d'échelle? Oui, c'est vrai, on a eu de la chance, nous, de lever des fonds, que ce soit en equity ou en subvention, pendant les 2 dernières années. Et c'est des fonds qu'on a utilisés essentiellement pour fidéliser nos employés. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de motiver un jeune talent à rejoindre une entreprise agroalimentaire. L'agriculture partout n'intéresse pas beaucoup la jeunesse. Donc, on a vraiment mis l'effort pour développer une culture d'entreprise, pour montrer à ces jeunes on a une vision, on veut s'internationaliser et que cette entreprise, même si elle est très petite aujourd'hui, peut grandir. Et on leur a aussi montré que quand ça va pour l'entreprise, ça va également pour eux parce que on a mis beaucoup d'efforts à, par exemple, les contractualiser, leur offrir des avantages sociaux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une équipe de 20 personnes à Bamako qui est formée, qui est stable et qui est là.
Maintenant, la contractualisation, il y a des limites en fait à ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, produire au Mali, exporter au Sénégal et tout, c'est pas très évident. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sérieusement en train de penser à ouvrir une unité à Dakar à l'horizon 2022. Peut-être pour rebondir sur la dimension des RH et le passage à l'échelle, je pense que le risque d'un passage à l'échelle trop rapide ou d'une hypercroissance, c'est notamment, on le voit bien sur la partie RH, une organisation, aujourd'hui, si demain on dit il faut doubler, tripler la taille, c'est souvent ça qui conduit à des sorties de route, parce que recruter trop rapidement, c'est prendre le risque aussi de recruter des mauvaises personnes, de diluer la culture, que le fondateur ou l'équipe dirigeante ne soit plus en contact avec tout le monde. Et ça, c'est le risque numéro un. Et je pense qu'il faut être très prudent, surtout quand on est dans plusieurs pays. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est souvent parfois plusieurs petits pays. Donc il y a une nécessité à la fois pour grandir d'être dans plusieurs pays, mais qui ont chaque fois ses aspérités, ses spécificités culturelles et qui demandent d'être bien digérés. Donc il faut faire attention avec ce concept, ce canevas d'hypercroissance. Parce qu'il y a aussi un peu une douleur de recruter et ensuite de devoir licencier des gens, c'est vraiment pas encouragé. Et peut-être, voilà, il y a tellement encore d'aléas dans les marchés africains à tous les niveaux que peut-être qu'il faut se prémunir un peu de ce modèle valorisé d'hypercroissance, d'en comprendre les implications et notamment voilà, sur sa capacité. Le bon indicateur qui dit OK, est-ce que je suis mûr pour passer, c'est est-ce que je peux intégrer des gens facilement, je sais bien les gérer, les mettre à la poste à leur poste. Et ça, c'est par définition dans une organisation qui se cherche, qui évolue. Voilà, il faut bien mesurer la maturité là-dessus avant, je pense, de se lancer à corps perdu, de promettre aux investisseurs qu'on va doubler la taille et que ça va très bien se passer. C'est pas vrai. Il y a un vrai risque là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Manon, peut-être justement d'un point de vue plus écosystème, là on a parlé d'enjeux qui sont liés à l'organisation, mais en même temps plus largement. Peut-être est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères apporte sa contribution pour justement accompagner le changement d'échelle de solutions et puis la structuration de l'écosystème. Oui, bien sûr. Merci Isabelle et bonjour à toutes et tous. Et bravo à tous les deux pour ces initiatives très, très inspirantes. Je vais déjà rebondir sur une notion, c'est la notion de partenariat qui a été évoquée par Paul. C'est vrai que c'est une notion qui est aussi très importante pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc c'est vrai que notre action en matière de développement s'inscrit justement dans une approche partenariale, conformément à l'agenda 2030 et à l'objectif de développement durable numéro 17. Et donc c'est vrai que nous visons vraiment à mobiliser tous les acteurs du développement, que ce soit les acteurs nationaux, internationaux, mais également publics et privés. Et c'est une approche partenariale qui a été justement renforcée récemment par la nouvelle loi de programmation pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités. Et c'est vrai que voilà, notre but, c'est vraiment de mettre en avant cette volonté de dialogue, de co-construction avec les partenaires pour accroître en fait notre impact sur le terrain. Donc c'est une approche partenariale qui est également mise en œuvre donc à une échelle plutôt macro, mais par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers notre stratégie Innover ensemble, qui permet de promouvoir et de valoriser les modèles d'économie sociale et inclusive à l'international, grâce notamment à un réseau multi-acteurs. Et c'est une stratégie qui a permis la mise en œuvre de nombreux projets innovants à impact social et environnemental, notamment en Afrique. Donc c'est vrai que pour soutenir un petit peu toutes ces initiatives innovantes de nos partenaires, donc le ministère a à disposition un certain nombre d'outils, notamment le Fonds de solidarité pour les projets innovants, qu'on appelle le FSPI, qui permet en fait au ministère et aux ambassades de mener sur le terrain des actions innovantes et à impact rapide au bénéfice des populations locales. Et ensuite, ce sont des projets qui peuvent être repris par les bénéficiaires et par d'autres acteurs du développement à plus grande échelle. Donc c'est ce soutien que nous apportons à nos partenaires a par exemple permis, donc je m'attarderai sur un exemple que je connais bien, qui est la méthodologie Collab, qui est portée par l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec Make Sense et Bondinov. Et donc c'est vraiment une méthodologie qui se veut un véritable laboratoire de collaboration multi-acteurs en faveur de l'innovation responsable. Et donc il répond à un triple enjeu qui est donc le premier, c'est de connecter les acteurs de la recherche aux acteurs du secteur privé et public. Le deuxième, c'est d'aider les entrepreneurs sociaux à identifier des partenaires avec lesquels ils peuvent travailler et coopérer. Et le troisième, c'est d'encourager la collaboration pour favoriser l'émergence de solutions innovantes à des problématiques sociales ou environnementales locales.
Et donc cette méthodologie collab peut être appliquée donc, à diverses géographies, diverses thématiques. Par exemple, en ce moment, donc, on a un projet collab santé mère-enfant qui est déployé au Mali et au Niger, justement, qui justement vise à renforcer donc, les capacités des acteurs sur le terrain et à favoriser l'émergence de solutions innovantes aux thématiques de santé maternelle et infantile donc, dans ces 2 pays. Et grâce notamment à la collaboration multi-acteurs, donc il est mis en œuvre depuis 2020. Donc il a permis, au-delà de fédérer une communauté justement autour de ces thématiques, il a permis de faire émerger des projets multi-acteurs. Donc il y en a certains qui ont émergé, il y en a une dizaine qui ont pu bénéficier d'un accompagnement dédié sur 6 mois. Et il y en a 6 qui sont actuellement en phase d'accélération et donc qui sont accompagnés dans leur passage à l'échelle. Et donc ça permet, enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter des innovations, des solutions concrètes grâce à cette collaboration. Et je prendrai juste un exemple rapide d'un projet qui est un projet CIRIS qui est actuellement en phase d'accélération au Niger et qui apporte qui a pour but d'apporter d'aider en tout cas à la collecte et au traitement de données de santé dans les centres de santé nigériens. Et donc du coup, grâce à la l'idée c'est de développer une application Android, mais en fait grâce à la méthodologie Collab, c'est un projet qui est composé de plusieurs acteurs qui sont issus et du secteur de la recherche, du secteur public et privé. Et en fait, grâce à cette méthodologie, donc ça leur a permis de travailler ensemble pour développer des solutions innovantes et réfléchir ensemble à cette problématique. Merci beaucoup. Peut-être également, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites avec le lien avec les investisseurs? Il y avait une autre table précédemment sur l'investissement à impact. Et après, vous accompagnez aussi pour faciliter cette... Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est également assez impliqué sur le développement et la structuration de l'investissement à impact comme levier de financement pour les objectifs de développement durable. Et particulièrement dans les pays en Afrique francophone, parce que c'est vrai que ce sont des endroits où les réseaux sont encore assez peu structurés. Donc du coup, j'en profite pour vous signaler la publication d'une cartographie des écosystèmes de l'investissement à impact au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc c'est une cartographie qui a été réalisée par l'association FAIR et avec notre soutien. Et donc, en fait, elle a pour but d'accompagner le développement et la structuration d'un réseau d'investissement à impact dans ces pays, donc d'investissement à impact local. Et nous espérons qu'il s'agit de la première étape vers l'éventuelle création de comités consultatifs pour l'investissement à impact au Sénégal et en Côte d'Ivoire, donc ce qu'on appelle un petit peu les NAB en anglais. Super, merci beaucoup. Peut-être une dernière question à vous tous, parce que le temps file. Pour vous, quels sont les... Donc, nous avons un invité mystère qui vient d'arriver. Bienvenue, Ange-Frédéric Balbin. Tu vas pouvoir peut-être nous apporter ton éclairage sur justement le changement d'échelle de l'IFI-LED. Merci Isabelle, désolé, le panel de la plénière a pris un peu plus de temps, donc je vous rejoins. Alors, le changement d'échelle. Pour y arriver, en fait, il y a 2 facteurs. Il y a la vision et il y a les hommes. Quand vous avez cette vision de porter votre entreprise au-delà, justement, de votre territoire de début, il vous faut ces 2 choses pour y arriver. Donc, d'avoir les bonnes personnes, et de pouvoir à chaque fois former ces personnes-là pour vous représenter sur le marché international. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a eu les bonnes personnes pour pouvoir nous accompagner et également, on avait cette vision. On s'est dit, la solution, elle est bien pour la Côte d'Ivoire, mais elle est meilleure ailleurs parce que les besoins sont exprimés sur ces mêmes territoires. Donc, on a pu justement former ces personnes-là à notre vision. Et cette vision est aujourd'hui portée sur 8 pays sur le continent africain et 2 pays à l'international, notamment la France et les États-Unis.
Est-ce que je ne t'avais pas encore introduit, est-ce que tu veux présenter en quelques mots ce que fait l'IFILED? D'accord, merci. Donc, je suis Ange-Frédéric Belma, CEO de l'IFILED. L'IFILED est une start-up spécialisée dans la transmission de données par la lumière. Donc, chaque point lumineux, aujourd'hui, devient une source d'accès à Internet dans les zones les plus reculées, où il n'y a même pas d'électricité, où il n'y a pas l'accès à la connectivité, encore moins à l'information. Donc, nous, on alimente un réseau d'éclairage LED grâce à des panneaux photovoltaïques qui éclairent ces ampoules-là, et chaque point allumé devient un point d'accès à Internet pour avoir accès justement à Internet, à l'information, à la formation, à la sensibilisation. Et quand on créait la solution en 2014, on s'était imaginé en fait que la problématique était uniquement en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, même en France, on a encore des zones blanches, on a encore des zones grises où la solution permet d'accompagner ces zones-là à l'insertion justement du numérique. Pareil aussi aux États-Unis, là où on est en train de déployer la solution en ce moment dans les réserves indiennes. Malheureusement, ils n'avaient pas accès à Internet. C'est quand même les États-Unis. On se dit, mais si on arrive justement à apporter des solutions jusqu'aux États-Unis, en France, dans des zones mais vraiment qui sont isolées, c'est que la solution peut répondre sur un marché international. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a commencé à travailler maintenant sur nos équipes à l'international, de pouvoir avoir des country managers qui, eux, vont partager la vision principale de l'entreprise et vont pouvoir porter cette vision-là pour qu'on puisse arriver vraiment à avoir ce portage à l'échelle qui permet justement de développer l'entreprise et de donner quand même une marque, une assise à l'entreprise à l'international. Merci beaucoup pour cet éclairage dans tous les sens du terme. Moi, dans les mots que je retiens, qu'on a beaucoup dit dans cette séance, c'est les enjeux de partenariat, de vision, pour pouvoir entraîner, que ce soit ces équipes, que ce soit des investisseurs, le notion de faire avec, que ce soit sur des projets comme Collab et aussi de partenariat pour faciliter le déploiement. Une question aussi de à quel moment c'est le bon moment. Est-ce que c'est pour atteindre son point d'équilibre ou finalement est-ce que c'est pour se dire qu'on est assez mûr et qu'on a une promesse qu'on va réussir à tenir. J'en profite juste pour dire que sur la Stage 4, il y aura le lancement d'un outil qui s'appelle Scale Me Up pour justement analyser sa maturité sur le changement d'échelle. Et donc, vos expériences sont très différentes et en même temps plein de points communs. J'avais une dernière question avant de clôturer. Pour vous, justement, s'il y avait quelque chose que vous espérez pour le futur pour faciliter le changement d'échelle et l'internationalisation, qu'est-ce que ça serait? Pour moi, et vraiment mon plaidoyer, c'est de vraiment créer les routes commerciales pour l'Afrique de l'Ouest. Donc la CEDEAO, c'est une zone économique, mais aujourd'hui, qui a beaucoup de limites. Et nous, on le voit quand on veut développer nos entreprises, on ne peut pas prendre des produits d'un point A à un point B. Donc, aller prendre un camion de Dakar à Bamako, c'est 1200 km, c'est 10 jours. Donc, voilà. Et puis, aussi, harmoniser aussi les politiques publiques, parce que par exemple, pour avoir les agréments, il faut trouver les agréments pour le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Et c'est des coûts supplémentaires. Donc, voilà. Merci. Oui, moi juste pour ajouter quelque chose, dans le scale-up, je pense qu'une façon assez sûre aussi, c'est de grandir avec les clients. Je ne l'ai pas mentionné, mais souvent, quand on a l'opportunité de travailler avec des clients qui sont eux-mêmes dans plusieurs pays, s'ils sont satisfaits dans un marché, on a l'opportunité de grandir avec eux. Nous, c'est ce qu'on a suivi et je pense que c'est la façon la plus sûre en fait, d'assurer son internalisation, c'est déjà d'avoir un point de chute voilà, dans un pays. Et c'est vraiment quelque chose à privilégier, je pense, voilà, quand les business models s'y prêtent. Sinon, oui, je pense pour ce qu'il faut, c'est harmoniser les différentes normes, partager des expériences, créer des écosystèmes qui sont mûrs pour comparer voilà, les différents outils et être capable, voilà, comme ça, de faciliter les échanges. Nous, on a moins de friction. Peut-être on voit par exemple sur la gestion des données où il y a des différences de réglementation ou être payé. C'est vrai que c'est encore compliqué voilà, d'opérer par exemple au Nigeria ou dans des pays s'il y a des freins un peu fiscaux ou de paiement. Ça peut dissuader les envies de s'y installer ou en Éthiopie. Donc ça, avec le temps ou par exemple avec le mobile money, des instruments de paiement, ça peut rassurer dans le déploiement de certains business models. Mais on voit que c'est en cours et qu'il y a une sorte d'harmonisation quand même sur des normes et que ça facilite voilà, certains business models. Voilà.
Oui, alors je pense que pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la problématique est un petit peu différente, mais en tout cas, je dirais que c'est très important pour nous de pouvoir être connectés justement à des entrepreneurs innovants qui répondent justement à des problématiques environnementales, sociales dans les pays qui en ont besoin. Et c'est vrai que justement, ce genre d'événement, ce genre de mise en relation, on va dire, entre les acteurs publics et les acteurs privés, comme aujourd'hui, je pense que c'est très important pour nous pour prendre un peu la mesure de ce qui se fait et pour vous rappeler que, voilà, qu'on est là aussi pour nous et que nous-mêmes, on essaie de multiplier les initiatives et les démarches partenariales, comme je le mentionnais, pour justement se rapprocher de ce genre d'initiatives et les encourager. Alors merci. Moi je dirais il y a deux cas. Il y a le cas où le passage à l'échelle est organique, donc on sait qu'on est en train de passer à l'échelle au moment où on a cette maturité, on a l'équipe, on a les moyens financiers d'y arriver. En ce moment, on y va. Et puis, il y a les opportunités. Peut-être vous commencez sur une zone géographique qui malheureusement n'a pas d'appétence par rapport à votre solution, mais qui ailleurs, tout de suite, la demande se fait. Donc sans le vouloir, sans vous en rendre compte, vous allez pouvoir vous internationaliser à un moment donné, mais il y a cette expérience, si vous ne l'avez pas, qui va vous rattraper l'équipe. Forcément. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il faut vraiment miser sur l'équipe, sur la capacité à pouvoir s'internationaliser en tenant compte justement de ses forces et de ses faiblesses, justement de suivre un programme comme SIBC, comme vous, votre programme, de pouvoir faire le changement à tout moment, mais en ayant appris les bases. Et ces bases-là vous serviront au moment où vous allez pouvoir changer, faire votre changement d'échelle. Merci beaucoup. Et justement, c'est pour clore cette belle table ronde. Bravo à nos autres 3 entrepreneurs donc, qui sont aussi des alumni du Social Inclusive Business Camp, qui est un programme porté par un consortium, donc IEP Conseil, AMI, Startup Brick et Scale Changer, et financé par l'AFD. Bravo à tous déjà pour vos achievements, vos réussites. On vous souhaite une très bonne suite. Et merci beaucoup Manon pour aussi accompagner la structuration et créer un écosystème favorable. Merci beaucoup à tous et bonne édition d'Emerging Valley.